Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, bienvenue sur Sud Radio, c'est l'heure de l'heure libre, une émission en partenariat Front Populaire, le média et Sud Radio. Je suis aujourd'hui à nouveau avec Michel Onfray, fondateur de notre revue, Maxime Lenagar, rédacteur en chef, et notre invité est Georges Kusmanovic, analyste géopolitique et président de République Souveraine. Alors aujourd'hui, messieurs, nous aurons deux thèmes forts qui nous obligent à parler de politique internationale, le conflit ukrainien, où en sommes-nous? Est-ce qu'il est en train de tourner à la Bérésina pour l'Occident? Et après le voyage de Macron en Chine, la France imprime-t-elle encore? C'est la question que nous nous poserons. Bonjour à tous les trois. Mais avant de commencer politique internationale, je voulais vous demander, on ne vous a pas encore entendu sur le sujet, votre réaction à la décision du Conseil constitutionnel hier qui a donné son feu vert à l'application de la réforme des retraites. Michel Onfray, j'ai très envie de vous entendre sur le sujet. Je pourrais faire un peu d'ironie en disant que j'ai déjà réagi à cette question-là il y a quelques jours, en faisant savoir que de toute façon c'était attendu, c'est-à-dire que les gens qui sont dans cet endroit ont été nommés, ils ont été nommés pour faire de la politique sous prétexte de faire du droit. Moi, j'ai fait une thèse de philosophie politique et juridique et j'ai toujours su que le droit était politique. Le droit, il n'est pas dans le ciel des idées platoniciennes. Les gens qui ont été choisis pour être là, très bien payés pour faire ce métier, sont là juste pour aller dans le sens du pouvoir. Il n'y a pas un communiste, il n'y a pas quelqu'un de la France Insoumise, il n'y a pas quelqu'un du Rassemblement National dans ce conseil. Donc on se doute bien qu'entre Maastrichtiens, ils allaient évidemment s'entendre et que nous aurions ce résultat-là. Donc je l'avais annoncé, j'avais dit peut-être quelques corrections à la marge, juste pour justifier le salaire. Et puis s'il y avait éventuellement quelque chose sur le référendum, eh bien tout serait fait pour que ce référendum n'ait pas lieu, un peu comme avec le Brexit en Angleterre, où effectivement le Brexit a été rendu impossible, et depuis qu'il a eu lieu, puisque la politique qui a suivi n'a pas changé, on a exactement les mêmes problèmes. Donc tout ça a été très attendu. Vous partagez cette analyse, Georges? Ah bah oui, absolument et totalement. Effectivement, ce sont des Maastrichtiens qui... Michel a raison, qui poursuivent leur agenda politique. Il faut quand même rappeler que la composition du Conseil constitutionnel est faite de 9 sages, entre guillemets sages, qui sont surtout des politiciens. Il n'y a aucun constitutionnaliste, qui est c'est ça qui est curieux, assez particulière. Ça n'a pas toujours été comme et ça. Et dedans, on va trouver Alain Juppé, qui voulait une réforme des retraites en 1995, donc on peut supposer qu'il a pris une petite revanche sur le peuple. Qu'il avait renvoyé à ses études. On a également Laurent Fabius, le président. Alors on va parler de la Chine, mais on le sait assez peu, mais il a participé au voyage avec le président de la République en Chine. On se demande bien pourquoi. Peut-être qu'il devait expliquer des éléments de constitutionnalité à Xi Jinping, ce qui m'étonne. Je pense que plutôt ils arrangeaient leurs affaires en préparation de ce qui s'est passé hier. C'est une confusion totale des pouvoirs, mais bon, ça fait longtemps que la séparation des pouvoirs n'est plus réellement assurée dans notre pays, mais là c'est une confusion extrême. Voilà, moi j'ai écrit qu'il s'agissait d'un pronunciamento juridique, un pouvoir insurrectionnel qui va contre les intérêts du peuple. Et je me demande si Emmanuel Macron n'a pas choisi le 15 avril pour promulguer sa loi en un clin d'œil au 15 avril 1994, qui était la date de mise en place de l'Organisation mondiale du commerce. Et on est dans cette logique-là. Alors c'est 94, 92 c'était Maastricht, en 1986 c'était l'acte unique, mais 1994 c'est la mise en place de l'OMC, c'est-à-dire c'est une politique mondiale de désintégration des services publics, de tout ce qui est social, de tout ce qui est écologique. Et de tout ce qui est État-nation finalement. Et État-nation, et de suppression des barrières. On est dans la continuation logique de ce qui se passe depuis 40 ans. Bon, on vous aura entendu, il se passe, et nous avons choisi cette semaine de parler de politique internationale, il se passe des choses importantes dans le monde qui vont pas dans le sens de bonnes nouvelles pour le bloc occidental. D'abord, il semble bien que les pays que l'on appelle les BRICS soient déterminés à présent à ne plus commercer en dollars. On a entendu parler de ça notamment à l'occasion de la visite de Lula en Chine. Georges Kusmanovic, vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est que cette histoire, pour être tout à fait clair pour les auditeurs? Alors brièvement, je ne sais pas. Parce que c'est la grande affaire du moment. C'est la grande affaire. Là, je fais partie de ceux qui considèrent que la guerre en Ukraine n'est qu'un aspect
secondaire, entre guillemets, pas secondaire pour ceux qui en meurent, mais secondaire, dans un affrontement beaucoup plus vaste, qui est celui des BRICS, qui ont décidé, depuis longtemps, ils s'y préparent depuis très longtemps. Les BRICS, il faut le rappeler, ce sont les grands pays du monde que sont le Brésil, pour B, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et une quarantaine d'autres pays qui ont décidé de s'affranchir de la domination occidentale sur la mondialisation. Et ça passe par la fin de l'hégémonie du dollar comme monnaie de réserve principale et monnaie d'échange principale. Il faut savoir, alors, soyons brefs, mais quand vous faites un échange, même si vous n'êtes pas dans le monde occidental, je ne sais pas, un Indonésien et quelqu'un d'Arabie Saoudite. Si vous faites un échange en dollars entre les produits de l'un qui sont achetés par l'autre, eh bien ça passe par vos comptes en banque dans les banques centrales où se matérialise la monnaie. C'est-à-dire le dollar, c'est à New York et en euros, c'est à Francfort. Donc ça donne un pouvoir absolument colossal à ceux qui tiennent ces monnaies. Donc là, ils ont décidé de s'en affranchir et on s'en rend compte aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est très très accéléré depuis un an, mais qui se prépare. Donc avant, vous avez un système d'échange qui est le SWIFT. On a menacé la Russie, on l'a supprimé, mais en fait les Chinois et les Russes et tous les BRICS ont mis en place le CIPS qui lui est basé à Shanghai, qui est un même système sauf qu'il passe par Shanghai. Et depuis un an, énormément d'échanges se font. Plus de la moitié des échanges entre la Russie et la Chine sont maintenant en yuan. L'Arabie Saoudite, je vais prendre cet exemple, l'Arabie Saoudite qui est quand même très très alignée avec les États-Unis, a décidé de vendre en yuan à son acheteur numéro 1 qui est la Chine. Oui, et Michel, justement, ça veut dire qu'on sort de la toute-puissance occidentale. C'est ça qui est très intéressant, parce que je pense que Georgie a raison de dire qu'effectivement il y a des épiphénomènes et que ce qui se passe en Ukraine, d'une certaine manière, ça peut être provocateur de le dire comme ça, mais c'est un épiphénomène par rapport à ce qui se passe sur le terrain mondial. Et on a bien vu effectivement comment Syriza a été un échec en Grèce, comment Podemos a été un échec en Espagne, comment Giorgia Meloni est en train de devenir un échec elle aussi en Italie, parce qu'il n'y a pas de plan B, parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce que l'argent est aux mains de l'Europe et que l'Europe est entre les mains des États-Unis. Donc effectivement, dès que le dollar fait la loi, on a beau faire Frexit ou pas Frexit, si on est aligné sur les États-Unis, c'est pour faire semblant, ou Brexit, c'est pour faire semblant. Il faut effectivement des monnaies alternatives, il faut des alliances alternatives pour dire nous avons un plan B, si vous ne voulez pas de nous, parce que nous ne voulons plus de vous, parce que les peuples ne veulent plus de vous, alors nous avons la possibilité de nous retourner vers des coalitions. Et Georgie avait bien raison d'expliquer ce que c'était, que cette coalition d'une quarantaine de pays sur la planète. Nous pensons petitement, quand nous pensons en termes d'Europe, on va retourner les compliments que les gens nous font quand ils nous traitent de nationalistes. Les européistes et les maastrichtiens se comportent comme de petits nationalistes, avec leurs petits drapeaux, avec leur petit hymne, avec leur petite monnaie, l'euro, avec leur petite idéologie, avec leurs petits journalistes, les médias, etc. Et on se dit, mais ces gens-là ne pensent pas de manière planétaire. Si l'on pense de manière planétaire, l'Europe, c'est peanuts. La preuve, la Chine, quand elle reçoit Macron avec son chaperon, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'appelle l'Europe? Ça n'est pas une nation et nous ne connaissons que des nations. Et les Chinois, sur ce sujet, ont bien raison. Parfait. On va encore une précision parce que elle est super, elle est extrêmement importante. Là, les BRICS se renforcent. En ce moment, on a la demande d'adhésion de l'Argentine, de l'Algérie, de l'Égypte, de l'Iran, du Sénégal récemment, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite. On voit qu'il y a un mouvement extrêmement important et les Européens, Michel l'a très bien dit, se comportent comme s'ils étaient réellement comme s'ils étaient en 1900. Qu'ils ont la puissance et industrielle, et coloniale, et scientifique, et qu'ils agissent comme c'est nous les plus forts, taisez-vous. D'ailleurs, l'attitude de von der Leyen. Ça pourrait déboucher, sur une crise économique majeure, d'ailleurs, cette affaire pour l'Occident. Chez nous, absolument. Et surtout en Europe, parce que les États-Unis, eux, faut pas l'oublier, c'est un pays gigantesque. Ils ont en plus le Canada au-dessus de chez eux. Ils ont énormément de ressources. Ils ont quand même de l'industrie. Ils sont entourés par 2 océans. Ils ont une grande armée. Ça va piquer un peu, mais
bon, il devrait très bien s'en sortir, contrairement à l'Union européenne. On va continuer dans les mauvaises nouvelles. Quid de la fameuse contre-offensive de printemps annoncée par Kiev, alors que la Russie annonce quasiment de son côté avoir pris Bakhmout, à l'est du pays. Et puis on va revenir sur les fuites qui ont eu lieu cette semaine, qui nous ont appris que les Américains avaient jusqu'alors des taupes dans l'état-major russe. Beaucoup de révélations qui renseignent sur la face cachée de la guerre. On y revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matins de 10h à 11h en partenariat avec Front Populaire La Revue. Je suis avec Michel Onfray, Maxime Le Nagar et notre invité est Georges Kusmanovic, analyste, géopolitologue, président de République Souveraine. On parlait du conflit ukrainien. Où en sommes-nous? Est-il en train de tourner à la Bérésina? Alors Georges, je voulais vous poser une question toute simple. Qu'en est-il de la fameuse contre-offensive de printemps qu'on avait annoncée à grand renfort il y a quelques semaines déjà, annoncée par Kiev? On voit surtout que la Russie, pour l'instant, a presque pris Bakhmout et que ça n'a pas l'air de bouger beaucoup sur les lignes de frontière actuellement. Bon, c'est normal que ça ne bouge pas sur la ligne de front pour une bonne raison qui s'appelle la Rasputitsa. Précisez ce que c'est. Voilà. A commencé, ça dépend si on s'intéresse au solstice ou au climatique, le 1er mars ou le 20 mars. Ouais. Mais toute cette période et jusqu'à début mai est une période de dégel et de très fortes pluies. Alors, on le voit déjà chez nous, mais imaginez, c'est Verdun au mois de novembre. Il pleut tout le temps. Le sol qui était détrempé ou un peu gelé, encore plus détrempé de la fonte. Et donc vous avez une gadoue colossale. D'ailleurs, ça se voit pour ceux qui regardent les images d'enlisement de chars, de véhicules divers et variés des deux côtés, ukrainiens comme russes. Donc c'est juste pas possible de mener une offensive au sol pour le moment. Donc il faut au moins attendre de bonnes semaines pour que ça se fasse si les Ukrainiens sont en mesure de le faire. Et chose dont je n'ai aucune idée, car la désinformation est extrêmement puissante d'un côté comme de l'autre. Alors, ce qui est certain, c'est que pour l'offensive, il manque de deux choses. D'appui aérien, et les Russes ont la domination du ciel et de très très bons avions d'attaque au sol, ce qui est très très ennuyeux évidemment pour une offensive qui sera en terrain dégagé principalement. Et un manque de munitions qui est avéré depuis très longtemps en dehors des leaks dont on va parler tout à l'heure. Alors justement, comble de malchance pour l'OTAN et les États-Unis, l'existence de fuites des documents américains qui détaillent les stratégies des États-Unis et de l'OTAN pour soutenir militairement l'Ukraine ont été révélées. Maxime Le Nagar, est-ce que vous pouvez nous résumer cette histoire? Tout à fait Stéphane, ce sont des documents américains classifiés qui ont été diffusés sur un logiciel de messagerie en ligne Discord, bien connu des geeks, par OG, pseudonyme de Jack Texera, jeune homme de 21 ans qui était membre du département du renseignement de la garde nationale aérienne du Massachusetts. Il a été arrêté jeudi, présenté à la justice hier, donc ce vendredi, et il est mis en cause, je cite, pour la conservation et la transmission non autorisée d'informations classifiées relatives à la défense nationale. Ces documents sont-ils authentiques? Oui, en grande partie selon les experts. Que contiennent-ils? Des réflexions sur la stratégie militaire de l'OTAN en général et des États-Unis en particulier en Ukraine, mais surtout des informations sensibles sur l'utilisation des munitions, notamment de lance-roquettes, sur le calendrier de livraison d'armes et sur les formations militaires fournies à Kiev par l'Occident. On a appris que 12 brigades ukrainiennes sont en cours de constitution, dont 9 seraient entraînées et équipées par les USA. Un document examiné par l'AFP fait aussi état de préoccupation des États-Unis à propos de la capacité de l'Ukraine à continuer à se défendre contre les frappes russes. D'où aussi peut-être le fait qu'on attend encore cette contre-offensive de printemps. Par ailleurs, les fuites laissent entendre que les USA collectent des renseignements sur ses alliés proches, notamment Israël et la Corée du Sud, ce qui paradoxalement n'est pas vraiment surprenant de leur part. Qu'est-ce que ça change concrètement? D'abord, on découvre que les États-Unis ne peuvent pas cacher leurs efforts de guerre. Là, pour le coup, on voit bien qu'ils participent même à la formation des brigades ukrainiennes. Enfin, tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait, mais tout le monde ne le dit pas officiellement, en tout cas. C'est un secret bien mal gardé, au courant depuis des années. C'est même avant la guerre, avant le 22. On a quand même McCain, l'ancien candidat républicain qui dirigeait la National Endowment for Democracy, grand sénateur américain, qui était il y a quelques années à Mariupol en train d'haranguer les troupes des marines ukrainiennes
pour la guerre qui serait à venir dans des années contre la Russie. Donc bon, c'est vraiment pas une surprise. Maintenant, ces documents, ça peut faire partie aussi d'une opération d'opération psychologique visant à rassurer les Russes sur leurs capacités, en minimisant les capacités des Ukrainiens. D'ailleurs, puisque je suis ça en détail, les Russes sont très circonspects quant à ces documents et leur teneur. Donc ça n'apporte rien, on peut dire, aux Russes, finalement, la révélation de ces informations. Pas grand-chose. D'abord, encore une fois, il faut déterminer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. D'accord. Je préfère, par exemple, vous voyez, dans ces documents, on parle de nombre de morts ukrainiens, qui est un des vrais problèmes, parce que la situation réelle en Ukraine, c'est pas c'est un problème de munitions, c'est un problème de matériel, c'est un problème d'aviation. C'est aussi des hommes et des combattants femmes qui meurent, bien sûr. Or, il y a une chose qui n'a pas été leakée par ces documents, mais qui est publique, c'est les lois votées à la Rada au Parlement ukrainien, aggravant les sanctions contre les soldats ukrainiens qui refusent d'obéir ou qui désertent. En ce moment, ou autorisant le recrutement de soldats de 16 ans, demandant à l'Union européenne de rapatrier ceux qui seraient réfugiés et qui seraient en dessous de 60 ans, 50 ans. Ça, c'est quand même des informations importantes. Une autre qui est discutée en ce moment à la Rada, c'est l'interdiction de diffuser les films que font les familles lors des enterrements. Les réseaux sont inondés de cimetières gigantesques. Donc on cache la démobilisation, l'état moral des troupes ukrainiennes qui n'est pas extraordinaire, et on cache d'autre part... Je ne dis pas que l'état moral des troupes ukrainiennes n'est pas extraordinaire, je pense que pour certains c'est le cas. Vous avez des gens qui sont très combatifs, qui sont volontaires, et vous avez des jeunes qui ont 16, 17, 18 ans, qui n'ont pas envie de se faire trouver la peau, bien sûr. Qui ne savent pas, ou qui comprennent très bien que ça va être... qui vont mourir très vite, vu qu'ils n'ont que très peu d'entraînement. Oui, alors je voulais demander justement à Michel Onfray s'il arrive encore à se faire une opinion devant la multitude d'informations, parce que là on voit dans cette affaire de fuite qu'on ne sait plus si c'est de l'offensive de désinformation, de l'information, qu'est-ce qu'il faut en retenir. C'est très compliqué, et la presse française n'a pas beaucoup de retenue. Elle semble un peu perdue dans ce conflit et dans une position juste de défense vaille que vaille de l'Ukraine. Michel, comment faites-vous pour essayer de suivre ce conflit ? Je lis Front Populaire, j'écoute Sud Radio et quelques médias qui ne sont pas des médias de désinformation. Je veux dire que dès qu'on a affaire à des médias maastrichtiens, c'est-à-dire 99 fois sur 100, on sait très bien que on va entendre un discours tout à fait particulier. Il suffit d'écouter France Inter, il suffit d'écouter Radio France, il suffit d'écouter, un certain nombre de chaînes. Je pense à LCI, on a l'impression que c'est la chaîne de l'Ukraine. Quand Georges expliquait tout à l'heure fort justement qu'effectivement le printemps, la fin de l'hiver et le printemps, c'était extrêmement important. Il suffit de voir les images. Et les images, elles sont données sur ces médias-là, mais pas les commentaires. Il ne faut pas regarder ou faut pas écouter les commentaires, parce qu'on sait très bien que les images donnent parfois des informations que les commentaires ne donnent pas. Parfois même, c'est l'inverse. On voit bien à l'image des choses qui sont très exactement le contraire de ce qui se trouve dit. Donc je pense, j'ai toujours appris ça à mes élèves. J'étais 20 ans prof, et notamment de culture générale en BTS. Je disais, mais distinguez bien les faits du commentaire factuel. Et donc, il faut chercher les faits. Il y a des choses qui sont incontestables, sauf quand on vous dit que dans l'île aux serpents, quelqu'un nous a expliqué que ils étaient partis au-devant de la mort, parce que, etc., etc. On se dit, tiens, voilà un fait. En fait, pas du tout. Les faits sont parfois fabriqués par les médias, et c'est ce qui devient extrêmement difficile. Simplement, si on prend un peu de hauteur et qu'on voit que c'est un conflit d'abord mondial, ensuite européen, et que c'est même un combat européiste, on voit bien effectivement que le discours qui accompagne les faits a tendance à brouiller les faits. Simplement, on ne peut pas imaginer que l'impérialisme de Poutine soit défendable. On ne tue pas une population en estimant qu'on va la rattacher à son propre bloc. Ça s'appelle de l'impérialisme, et c'est l'une des signatures du fascisme. Un mot qu'on utilise tellement mal à propos aujourd'hui qu'on a du mal à l'utiliser de manière cohérente et conséquente. Et que nous sommes, nous, en France, impliqués contre le gré des peuples, parce que simplement Macron l'a décidé, mais Hollande aurait été président de la République, il aurait décidé exactement la même chose, puisque ces gens-là obéissent à la feuille de route maastrichtienne, et qu'il y a un combat des États-Unis contre la Russie qui prend en otage l'Ukraine, et qui prend aussi en otage les peuples européens, notamment le peuple français. Donc ça, je pense que c'est facile quand on a ce fil rouge, ce fil d'Ariane d'une certaine manière, de pouvoir se déplacer dans ce labyrinthe. Ouais, d'accord. Alors il y a une autre affaire... si je peux me permettre. Attendez, oui. Je voudrais je vais vous donner la parole, mais je voudrais vous faire rebondir sur une autre affaire qui a fait couler un petit peu d'encre, parce que évidemment elle allait dans le sens de la propagande
ukrainienne, ou de l'information, en tout cas, à la sauce LCI. Et on a vu une vidéo de décapitation d'un soldat ukrainien qui a circulé, et ce qui a permis de dire tout de suite que l'armée russe se rendait coupable de crimes de guerre. Et là-dessus, je voudrais vous entendre, Georges. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette affaire? C'est une guerre de très haute intensité qui a plus d'1 an et donc nécessairement abominable. Ça libère les instincts les plus bas. D'autant plus que vous mobilisez des combattants qui ne sont pas justement toujours des jeunes de 16, 17, 18 ans, mais des gens aguerris, parfois qui sortent de prison, qui en promet, des criminels, comme c'était le cas pour certains de chez Wagner, donc des dingues, qui sont internés pour viol, pour meurtre. Vous les lâchez avec des armes, avec toute impunité. Bien évidemment que vous allez avoir, surtout que la guerre est une zone de non-droit, c'est parce qu'on a le droit de tuer. Il n'y a pas de policiers qui vont vous poursuivre, et de toute façon vous êtes vous-même inscrit dans votre propre mort, c'est-à-dire qui peut survenir n'importe quand, donc ça libère les instincts les plus bas, donc c'est tout à fait probable et possible que des soldats russes ou des supplétifs découpent des têtes de soldats ukrainiens, mais l'inverse, on a des soldats ukrainiens qui abattaient, torturaient des prisonniers russes, qui attachaient des gens à des poteaux en leur fessant le fessier, des femmes torturées, mais de l'autre côté pareil, des viols. Bon. Et puis on l'a vu récemment aussi au Haut-Karabakh, on a vu des soldats azerbaïdjanais fort mal se comporter avec les populations arméniennes, avec des massacres, avec des profanations. Enfin, c'est abominable. C'est malheureusement consubstantiel à ce que vous appelez un conflit de très haute intensité. Voilà. Alors par contre, un mot. Oui. Michel ? Juste un mot quand même, parce que la décapitation, c'est quand même très connoté, et on sait très bien que les Tchétchènes sont avec Poutine, et que Kadyrov est également là, et que la décapitation, c'est un mode de guerre mené par les gens qui sont dans le djihad islamique, il faut quand même le dire très précisément. Donc de la même manière que le grand moufti de Jérusalem avait choisi son camp en étant du côté d'Adolf Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu partition et création d'État d'Israël, etc., etc. Faisons de l'histoire véritablement. Dans ce conflit mondial, Poutine a ramené à lui un certain nombre de musulmans. Il y a des images assez terribles, d'ailleurs, de milices musulmanes qui crient Allah Akbar, islamistes ou islamiques, qui crient Allah Akbar et qui sont aux côtés de Poutine, et dont la décapitation est l'une des signatures. Vous avez raison de vous avez aussi des djihadistes syriens qui sont du côté ukrainien, et ça réunit pas mal de barbares. Et juste une remarque sur la... Très brièvement. Oui, mais est-ce que c'est un crime de guerre? Alors je ne crois pas qu'un tribunal fasse quoi que ce soit contre un pays de toute façon, comme la Russie. Poutine est déjà poursuivi. Les historiens le feront. Les historiens le feront. C'est de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est systémique, voulu par le pouvoir d'un côté comme de l'autre, ou si ce sont des éléments isolés. D'accord. Alors, l'histoire nous le dira dans toujours, un instant, on va revenir sur un autre fait marquant cette semaine, le voyage d'Emmanuel Macron en Chine, accompagné de Ursula von der Leyen. Et on va se poser la question de savoir si la France est encore capable d'exercer un peu d'influence en Chine. À tout de suite. Conditionkiabi.com. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Retour dans l'heure libre, votre nouveau rendez-vous radio tous les samedis matins de 10h à 11h en partenariat avec Front Populaire, La Revue et Sud Radio. Je suis avec Michel Onfray, fondateur de Front Populaire, Maxime Lenagar, rédacteur en chef, et notre invité est Georges Kusmanovic, analyste, géopolitologue, président de République Souveraine. Michel Onfray, vous avez été particulièrement, je crois, là on passe à l'autre volet de politique internationale, c'est-à-dire à la visite d'Emmanuel Macron en Chine, visite officielle, où on a vu le président accompagné de Ursula von der Leyen, et évidemment ça a surpris de voir un président d'un État accompagné comme ça en déplacement, et je pense que ça vous a peut-être pas surpris Michel, mais en tout cas ça ne vous a pas ravi. Non, moi je ne suis pas surpris, parce que je suis un peu un obsessionnel depuis 1983, puis depuis 1992, c'est-à-dire depuis que Mitterrand a renoncé à être de gauche, et puis depuis que la France, conduite par les Maastrichtiens, a renoncé à être la France. Il faut bien qu'il y ait de temps en temps des signes. Alors les autres étaient des petits malins. Des gens comme Mitterrand, comme Chirac, comme Hollande, comme Sarkozy étaient des petits malins. Et puis voilà, on a avec Macron quelqu'un qui est pas malin du tout. C'est un sale gamin, assez psychopathe, et qui a décidé de montrer que
il voulait faire quelque chose pour l'Europe, il voulait faire quelque chose pour fabriquer une Europe unie, il voulait fabriquer quelque chose avec le souverainisme européen, il voulait fabriquer quelque chose avec la monnaie, avec le drapeau européen, et que s'il fallait pour ça détruire la France, les Français, le pays, il était prêt à ça. D'ailleurs, les retraites, c'est ça. C'est-à-dire, il dit, rien à faire du peuple français, moi je satisfais les marchés financiers européens, donc planétaires, et donc voilà. C'est-à-dire que quand on dit, il dit tout et n'importe quoi, c'est vrai. Macron dit tout et n'importe quoi, surtout le contraire de ce qu'il leur a dit précédemment, mais c'est de l'enfumage, c'est-à-dire c'est une espèce de brouillard qui est fait exprès, c'est-à-dire on parle pour dérouter alors qu'on agit toujours de la même manière. Un quinquennat plus celui qui vient de démarrer plus tard, on voit bien que Macron a un cap et qu'il le garde tout le temps. Détestation de la France et des Français, célébration de tout ce qui est européen. Donc il force le trait, il nous dit, bon, on va mettre le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, certains avancent pour lui en disant qu'il va falloir désormais pavoiser les mairies avec le drapeau européen. Et puis là, quand la France est invitée en Chine, il dit, je viens avec la patronne de l'Europe, qui n'a pas été élue mais qui a été nommée, et il nous le fait savoir régulièrement. Je ne veux pas nous envoyer des fleurs, mais enfin à Front Populaire, nous avons désencrassé le concept de souverainisme, et comme par hasard, il utilise le mot souverainiste, mais évidemment pour l'Europe, en utilisant souverainisme européen, souverainisme français. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que l'un n'est pas l'autre. S'il y a un souverainisme français, il n'est pas européen. S'il y a un souverainisme européen, il n'est pas français. J'ajouterais même que le souverainisme de l'un se fait contre la souveraineté de l'autre. Et que Macron a décidé effectivement de travailler en faveur du souverainisme européen. On l'a vu avec le Covid, et que c'est visible tous les jours. Là, pour le coup, c'était gros comme le nez au milieu de la figure. Oui. Alors, Georges Kuzmanovic, vous avez, vous aussi, été étonné de voir Emmanuel Macron de façon aussi ostensible. On a même ricané en disant qu'Emmanuel Macron était avec son chaperon. Oui, mais je crois que c'était réellement un chaperon. Ouais. Et ça a été prouvé par l'entretien qu'il a accordé aux Échos. Qui a fort déplu à Bruxelles, qui a fort déplu à Washington. N'allez pas trop vite, on va y revenir. On va y revenir, mais donc il y avait vraiment un chaperon. Donc entièrement d'accord, encore une fois, avec ce qu'a dit Michel. Rappelons que juste avant, dans les semaines qui ont précédé, c'est Pedro Sanchez, Premier ministre d'Espagne, qui est allé voir Xi Jinping, Olaf Scholz, chancelier d'Allemagne, qui est allé voir Xi Jinping, et ils étaient accompagnés par personne. Ils l'ont vu en tant que dirigeants pas totalement souverains, mais de leur pays. Là, récemment, c'est Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, qui a reçu le ministre des Affaires étrangères chinois. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'il n'y avait que des drapeaux allemands et des drapeaux chinois. Il n'y a que nous qui, de manière maniaque, mettons le drapeau ukrainien. Ukrainien, le drapeau de l'Union européenne. Et là, il amène Madame von der Leyen, qui, faut-il le dire, s'est illustrée de manière assez extraordinaire. Avant d'aller voir les responsables chinois, en non-connaissance complète, visiblement, des coutumes diplomatiques avec la Chine. Donc, juste avant de partir, elle a dit que la Chine était un rival systémique, répressif à l'intérieur, agressif à l'extérieur, et qu'il fallait la contenir. Ça peut être vrai qu'ils soient répressifs à l'intérieur vu que c'est une dictature, mais c'est pas. Quand on a les usages de la diplomatie, on se passe de ce commentaire juste avant un déplacement. Voilà, et il fallait, qu'il voulait quelque part par le verbe contraindre la Chine. Qui est en passe de devenir la première puissance mondiale. Et on parlait des BRICS tout à l'heure. Les BRICS sont maintenant en PIB supérieur au G7. Ouais. Ils sont 80% des ressources et 80% des produits manufacturés. Or, elle agit comme dans un film que j'aimais beaucoup, que peut-être Michel connaît, qui s'appelle Les 55 jours de Pékin, un film extraordinaire avec Ava Gardner, David Niven, Charlton Heston, mais qui est la représentation coloniale. C'est-à-dire c'était en 1900, c'était contre la guerre des Boxers, et c'est les colons occidentaux qui contraignent l'impératrice de Chine, et j'ai l'impression qu'elle perçoit le monde encore de cette manière. Alors, il y a un autre souverainiste qui ne digère pas le numéro de Macron et de Ursula von der Leyen en Chine. C'est Nicolas Dupont-Aignan, qui était il y a quelques jours sur le site de frontpopulaire.fr pour un entretien. Voici ce qu'il a pensé de cette visite. Emmanuel Macron est le gouverneur de la France, comme il pourrait être le gouverneur de la Californie, de la Pennsylvanie, de la Floride. Voilà, c'est tout. C'est fini. C'est le signe que la France n'existe plus internationale. C'est un suicide. Et comme il est bête, malgré ça, il y a des gens qui ont fait de grandes études qui sont très bêtes.
et orgueilleux, prétentieux, vaniteux. Il est persuadé, sans doute, sincèrement, qu'en venant avec von der Leyen, il se grandit. Mais non, il s'appauvrit puisqu'il perd sa liberté. Et qu'il vaut mieux être la France libre que l'Union européenne inféodée aux Américains. C'est complètement fou ce qui se passe. C'est complètement fou. C'est un contresens géopolitique total. Oui, alors le pire dans cette affaire, c'est que la Chine, et ça c'est un vrai camouflet, on va y revenir avec Michel dans un instant, mais Maxime Le Nagard, racontez-nous ça, la Chine a peu goûté la présence de Madame von der Leyen. Oui, c'est-à-dire que la réaction de Xi Jinping a été celle de tout dirigeant qui regarde les relations internationales avec réalisme, à savoir qu'Ursula von der Leyen, on l'a dit, n'est pas chef d'État et qu'elle n'a d'autres dimensions diplomatiques que symboliques. Souvenons-nous qu'en 2019, lors de son premier discours de présidente de la Commission européenne, von der Leyen avait déclaré que sa commission serait géopolitique. Encore faut-il que le reste du monde joue le jeu. Ça n'a pas été le cas de Xi Jinping. Alors quelques éléments pour montrer ça concrètement. Si à sa descente d'avion, Macron a été accueilli sur tapis rouge par Qin Gang, qui est le ministre chinois des Affaires étrangères, von der Leyen a été accueillie à la sortie des passagers habituels par le ministre de l'écologie. Elle n'a pas été invitée au dîner d'État en l'honneur du prestigieux hôte. Elle n'a pas tenu de conférence de presse avec le président chinois. Elle a rencontré la presse au bureau de représentation de l'UE à Pékin, donc à part. Ce qui fait dire à Samuel Furfari à la revue Conflit, je le cite, « Le message clair est que Pékin ne considère pas l'UE comme un interlocuteur géopolitique mondial », fin de citation. Or, la Commission européenne est quand même le cœur nucléaire de l'européisme. C'est donc une vraie déroute diplomatique pour l'UE, peu commentée d'ailleurs dans les grands médias. Oui, Michel, c'est ce qu'on appelait autrefois un camouflet, non ? Oui, complètement. Je pense que il y a déjà eu un précédent avec la Turquie, si je me souviens bien. J'étais en train de vérifier l'information, mais quand effectivement on l'avait reçu debout, quoi, en lui disant mais vous n'êtes pas prévu, madame. C'est une façon de. J'étais en train de vérifier justement l'information parce que je n'étais plus très sûr, mais vous avez raison, de la formation. Mais la chose est dite, c'est-à-dire ce sont des camoufleurs. Alors, la Chine a une tradition, quoi qu'on en dise, mais une vieille tradition diplomatique. Mais on aurait très bien pu la laisser à la porte en lui disant mais chère madame, qui êtes-vous? Alors que nous, pendant ce temps-là, on s'en va au pied de l'Allemagne en disant on pourrait peut-être partager notre code nucléaire avec vous, on pourrait peut-être partager notre siège à l'ONU, on pourrait peut-être, etc. Il y a une espèce de comportement incroyable, je mets le mot entre guillemets, je ne veux pas l'utiliser dans ce sens-là, mais dans le sens Deuxième Guerre mondiale, mais de collaboration avec l'Allemagne qui est sidérant. Qui est vraiment sidérant, cette façon de dire vous avez perdu la guerre, mais c'est parce que vous l'avez perdu, vous l'avez gagnée, et on va vous donner raison surtout et en permanence, alors que l'Allemagne nous dit on n'en a rien à faire de la France. L'Europe a été faite pour l'Allemagne et pour des visées nationalistes et personnelles de l'Allemagne. L'Allemagne dit aujourd'hui ça ne nous intéresse plus, on a des avions à aller chercher, on va pas acheter des avions européens, on va acheter des avions américains. On vous le dit très clairement. C'est-à-dire combien de temps faudra-t-il attendre pour que la France, du moins le chef de l'État français, puisse se défaire de tout ça en disant mais les Allemands ont fabriqué une politique européenne parce qu'elle leur était favorable et nous avons fait une politique européenne favorable à l'Allemagne, c'est-à-dire défavorable à notre peuple et à notre nation. C'est sidérant cette façon que nous avons de nous comporter. Juste une hypothèse pour essayer d'expliquer, parce qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'on se comporte de cette manière-là? Je pense que la France a été à la tête de l'invention de l'universalisme. Il y a eu bien sûr l'universalisme chrétien, mais cet universalisme chrétien, il a donné un génie français tout à fait particulier. Et notre universalisme nous a fait d'ailleurs générer les guerres coloniales. Je rappelle que c'est la gauche, d'abord la Révolution française, qui estime qu'il faut aller exporter la Révolution française partout en Europe. Puis ensuite, au XIXe siècle, c'est la gauche, avec Jules Ferry et quelques autres, qui estiment qu'il faut aller emporter la civilisation aux nègres, je mets ça entre guillemets, et aux jaunes, je mets ça entre guillemets. Je rappelle que Victor Hugo, qui est célébré comme un héros des États-Unis d'Europe, dit dans ce petit texte dont on extrait une dizaine de lignes destinées aux scolaires, destinées à l'école, en disant regardez, il fait l'éloge des États-Unis d'Europe. Et je rappelle que le texte de Hugo dit faisons les États-Unis d'Europe afin d'aller civiliser les nègres et les jaunes. La chose est quand même clairement dite. Et je pense que notre universalisme nous fait penser que nous devons être au service des peuples entiers du monde et que nous devons aimer les peuples entiers du monde, y compris sous forme de migrants. Et là, il faut effectivement que nous puissions dire, par exemple à l'Allemagne, nous sommes là pour vous, nous allons tout partager, nous allons tout vous donner, pendant que l'Allemagne dit mais nous prenons tout. On n'a pas du tout envie de fabriquer
fabriquer une Europe européenne, on a envie de fabriquer une Europe allemande. Oui. Le général de Gaulle voulait fabriquer une Europe française, et il avait bien raison. Oui. Alors, on va continuer à parler de ce voyage, puisqu'Emmanuel Macron, sur le chemin du retour, dans les Échos, a dit l'Union européenne ne doit pas être suivie des États-Unis, ce qui est assez curieux. Enfin, on sait qu'il dit beaucoup de choses, tout et son contraire, comme disait Michel tout à l'heure. Mais on va se demander dans un instant qu'est-ce qui se joue sur l'affaire taïwanaise, parce que évidemment, il faut comprendre que là-bas il y a un enjeu très important et un possible aussi risque de conflit. Faut-il suivre les Américains dans leur soutien à Taïwan et intervenir là-bas? On se retrouve dans un instant pour en parler. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. L'heure libre, c'est votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matins de 10h à 11h. Je suis avec Michel Onfray, fondateur de la revue Fonds Populaire, Maxime Le Nagar, son rédacteur en chef, et notre invité Georges Kuzmanovic, analyste en géopolitique et président de République Souveraine. Et on saisissait l'occasion du voyage d'Emmanuel Macron en Chine pour parler d'un autre sujet brûlant qui est la situation de Taïwan. Alors Maxime Le Nagar, pour que les auditeurs suivent bien, et avant de retrouver Michel Onfray, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se joue entre la Chine et Taïwan ? Il se joue que la Chine fait valoir sa position de force auprès de la Russie dans le conflit ukrainien et en profite pour avancer ses pions du côté de Taïwan, île qu'elle considère toujours comme une de ses provinces. Pékin a prétendu d'ailleurs il y a quelques jours avoir réussi avec succès, avec ses navires de guerre et ses avions de combat, un exercice d'encerclement total de l'île. Quel est l'objectif ? Alors d'abord répondre à la récente visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen aux États-Unis, elle y était le 5 avril, et montrer surtout à l'Occident qu'en cas de provocation et d'ingérence, la Chine était prête à régler une bonne fois pour toutes le statut de Taïwan, y compris par leurs forces armées si nécessaire. Alors à propos de ce statut, rappelons rapidement que Taïwan est séparée de la Chine continentale depuis 1949, donc c'est pas tout jeune cette affaire, époque où elle était devenue le refuge des nationalistes du Kuomintang, opposé à Mao et allié des États-Unis à partir de ces années-là, c'est 1950. Son statut est resté ambigu car l'île n'a jamais déclaré officiellement son indépendance, mais pratique une indépendance administrative, politique, diplomatique et militaire de fait. Cette ambiguïté est résumée par la formule « un pays, deux systèmes » qui est tolérée jusqu'à présent par la Chine. Côté chinois prévaut ce qu'on appelle le principe d'une seule Chine, à savoir que Taïwan, comme d'ailleurs d'autres territoires sensibles, comme Hong Kong ou le Tibet, font partie de la Chine unifiée. Un principe qui a été constitutionnalisé en 2005 et que Pékin demande à tous les pays qui veulent entretenir de relations diplomatiques avec la Chine de reconnaître. Xi Jinping a annoncé d'ailleurs la réunification totale de la Chine avant 2049, année symbolique puisque ça fera 100 ans, un siècle depuis la proclamation de la République populaire de Chine. Et donc depuis 2020, on a une montée aux tensions qui est constante. Joe Biden a répété plusieurs fois depuis 2021 que les USA étaient prêts à défendre militairement Taïwan. De son côté, Taipei parle d'expansion autoritaire de la Chine et joue sur l'opposition démocratie-État autoritaire pour se ranger derrière la bannière occidentale. Oui, c'est une question de souveraineté aussi qui se joue là-bas. On va y venir. Je vais demander à Michel Onfray justement, est-ce qu'il comprend que les Chinois n'imaginent pas une seule seconde de renoncer à Taïwan? Mais je crois qu'il voulait faire une petite précision par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. Oui, parce que je suis toujours trop long et je voulais raccourcir un petit peu mon propos en nous disant qu'il nous fallait une Europe française, comme le disait le général de Gaulle, mais il est bien évident que c'est pas sur le mode du colonialisme, c'est simplement une Europe des nations associées dans laquelle la France est à faire savoir qu'elle ne renoncerait pas à sa souveraineté, à son souverainisme. J'en arrive donc à la question de Taïwan, mais c'est exactement la même question qu'avec l'Ukraine. Moi, je suis un souverainiste, donc je le suis pour Israël, je le suis pour l'Ukraine, je le suis pour tous les autres pays, y compris pour la France. Donc je pense qu'il faut aussi ne pas imaginer qu'un pays, il existe depuis toujours et qu'il existe dans ses formes et que ça ne bouge pas. Il y a des pays qui ont été créés, il y a des pays qui ont disparu. Il suffit juste de faire de l'histoire. L'histoire, c'est ça. C'est l'histoire du déplacement des frontières. Donc il y a juste un moment donné où on voit bien que un pays, deux gouvernements, ce qu'a formidablement résumé Maxime Le Nagar, mais c'est une idée extrêmement intéressante, mais ça fait deux pays tout de même. Ça fait deux cultures. C'est la même chose avec Chypre, c'est la même chose avec la Corée, c'est la même chose d'une certaine manière avec Israël et les Palestiniens. Enfin, il y a plein de moments comme ça où on peut penser ces questions-là différemment que sur le mode jacobin. Je pense que la question de l'Algérie aurait pu être résolue si on avait écouté Albert Camus et les propositions d'Albert Camus en pensant non pas en termes de nationalisme, mais en termes de fédération. Il y a la possibilité de s'entendre. De sorte que on voit bien que c'est toujours le combat souverainiste européen que Macron mène avec le prétexte de Taïwan. Il nous dit c'est pas notre guerre. C'est formidable. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est notre guerre, à nous les Français,
sous-entendu à nous les Européens, mais là c'est votre histoire. À vous, on vous laisse Taïwan, si vous voulez les Chinois l'envahir, finalement on va pas bouger, on va rien faire. Et il joue le matamor en nous disant mais nous avons une subjectivité personnelle, nous l'Europe, nous ne sommes ni les Américains ni les Chinois dans cette aventure. Donc c'est lui très les plaideurs. Mais c'est toujours une façon de plaider en faveur du souverainisme européen, c'est-à-dire en faveur d'une France qui cesserait d'être souveraine. Oui. Alors, Georges Kuzmanovic, vous comprenez en fait, finalement, je dirais le credo chinois qui n'imagine pas de renoncer à Taïwan. Ben là, je serais un peu en désaccord avec Michel. Oui. D'abord, c'est pas que le credo chinois, c'est le credo international. C'est ce qu'a reconnu le général de Gaulle, qui a été le premier à reconnaître la Chine. Et cette séparation, comme la séparation de Hong Kong, même si elle est un peu différente, tient beaucoup aux Occidentaux. Les Américains n'auraient pas mis leurs pattes avec le Kuomintang, ça se trouve, il n'y aurait jamais eu la situation que l'on connaît actuellement. Hong Kong a été séparé de la Chine parce qu'il y avait un colonialisme britannique. Bon, du point de vue chinois, on peut trouver que ça va bien, quand même. Ces colons sont venus nous embêter pendant un siècle, nous ont déclaré 2 guerres de l'opium. Maintenant, c'est nos affaires. Et que la mer de Chine porte bien son nom, c'est la mer de Chine, c'est pas la mer de Méditerranée. Elle est très très loin de chez nous. Donc on n'y a vraiment aucun intérêt. Et puis on n'a vraiment aucun intérêt à faire la guerre d'une manière ou d'une autre, avec en même temps la Russie et la Chine. On n'en a pas les moyens. Parce que, Michel l'a très bien dit, on l'a dit tous 100 fois, parce qu'on a été stupides, on s'est séparés de nos industries. J'avais pris cet exemple à l'époque de la crise de la Covid. On fait quoi s'il y a un jour une crise internationale avec la Chine ? Au doigt mouillé, je m'étais dit que ça risquait d'arriver. Et si Xi Jinping prenait son téléphone, il disait « Hé Emmanuel, est-ce que tu veux vraiment de la cortisone et des antibiotiques ou pas ?» On en est même plus on en est à ce niveau-là. C'est-à-dire que 80% des médicaments sont fabriqués là-bas. Donc ils nous tiennent sévèrement. Je ne dirais pas le mot par quoi, mais on a très peu de latitude face à eux. En dehors de cela, les États-Unis sont dans une provocation, parce que clair et net avec Taïwan, parce que visiblement ça ne marche pas comme ils le souhaitent avec l'Ukraine, et sont prêts à aller faire la guerre à leurs adversaires, parce qu'ils ne voient pas autrement comment sortir de la grande crise dans laquelle ils sont, qui est celle de la perte de l'hégémonie du dollar, que par ce qu'ils ont toujours fait, mettre en conflit armé les autres. Parce que ça serait là des Taïwanais qui iraient mourir. Et là où je suis un peu pas d'accord avec toi, Michel, c'est sur le fait que la comparaison est juste quand il s'agit d'Israël et de la Palestine, de Chypre et de la Turquie. Ce sont des cultures, des langues, des religions différentes. La Chine, bon, c'est la même langue, c'est la même histoire, c'est la même culture. Et d'ailleurs, la moitié des Chinois, dont le parti du Kuomintang, qui est allé récemment très officiellement en Chine, s'ils remportent les élections en 2024, parce qu'il y a des élections en 2024, reprendront la logique de lente et tranquille 2049, retour de l'île de Formose, c'est-à-dire Taïwan, dans le giron chinois, en évitant toute conflictualité. C'est leur objectif. De la même manière qu'en Ukraine, c'est pour une partie, en tout cas, c'est la même langue, c'est la même culture, c'est la même religion, et il y a une partie de guerre civile. Oui. Donc s'il y avait un conflit avec Taïwan, mais qui serait exclusivement provoqué par les Américains. Les Chinois ne veulent pas ce conflit. Par contre, si la présidente continue à rencontrer le McCarthy, si elle continue à y mettre des armes ou envoyer des officiels et à dire qu'ils vont provoquer un conflit, ils finiront par y aller. Oui, mais je peux comprendre ce que dit Michel. C'est-à-dire qu'avec le temps, Taïwan s'est un peu autonomisé. Pardon, mais si aujourd'hui les Taïwanais veulent vivre selon le peuple taïwanais, c'est-à-dire circonscrit à l'île de Taïwan... Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ils sont 50-50 et le Kuomintang qui... vous faites bien de le préciser. S'ils sont à 50-50, c'est pas exactement la même chose que s'ils étaient majoritairement pour l'autodétermination, entre guillemets. Il y a 2 grands partis politiques, le parti de la présidente actuelle qui est très très pro-occidental et pro-américain, et le parti le Kuomintang, justement celui qui a permis la création de Taïwan, qui est dans une relation très 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 proche avec le pouvoir chinois, tout n'est pas d'accord avec le communisme et tout ça, donc ils ont plein de conflits, mais dont l'objectif est d'être rattaché à la Chine quand même. Je voudrais laisser la conclusion à Michel sur cette affaire taïwanaise.
Oui, juste une ou deux remarques. Enfin, à l'endroit de Georgie, qui est un ami, moi je pense que, en deux mots quand même, que Israël et la Palestine procèdent d'une même religion qui est abrahamique. Enfin, ça, il faudrait une émission tout entière. La deuxième chose, c'est sur la question des intérêts que nous n'aurions pas, mais nous avons des intérêts à Taïwan, puisqu'il y a la possibilité de bases en eau très profondes pour nos sous-marins. Donc, d'un point de vue de la géostratégie planétaire et internationale, notamment à l'endroit de la Chine, nous aurions besoin d'une relation tout à fait particulière avec Taïwan, en face, je dirais, de la Chine, pour le coup. Et puis, j'ai oublié le troisième sujet. Oui, puis par exemple, ma troisième réponse, plus que le troisième sujet, mais par exemple, moi je suis pour qu'on puisse solliciter les peuples et leur demander. On a demandé aux Corses s'ils voulaient l'indépendance de la Corse, ils n'en ont pas voulu. On a demandé en Martinique ou en Guadeloupe, je ne sais plus, mais dans les Antilles, s'ils voulaient leur autonomie, ils n'en ont pas voulu. On a demandé à la Nouvelle-Calédonie si elle voulait de son autonomie, elle n'en a pas voulu non plus. Donc à un moment donné, on peut dire à Taïwan, voulez-vous votre autonomie? Et je pense que majoritairement, ils la demanderaient parce qu'ils sont de facto devenus autonomes. En tout cas, on pourrait s'accorder sur cette idée, c'est que organiser un référendum ou consultation populaire, c'est la meilleure manière de solutionner un différend et de donner légitimité. Évidemment d'accord. On est tous c'est d'accord. L'autodétermination des peuples, ça s'appelle. Bien Voilà. On est tous d'accord. Merci. Je vous remercie tous les trois. Je vous donne rendez-vous à tous nos auditeurs sur nos environnements digitaux, la chaîne YouTube de Sud Radio, ainsi que sur frontpopulaire.fr à samedi prochain pour une prochaine heure libre.